Donc bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième matinale du crédit. Je me présente Eric Pitou, donc ça fait depuis septembre que cette matinale existe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle le format. On est sur un format court, 15 minutes. Le but c'est de vous apporter un maximum d'informations dans un minimum de votre temps. On aborde les sujets qui vous concernent en tant qu'agent immobilier, gestionnaire de patrimoine et de manière globale les acteurs du marché immobilier, à savoir les taux de crédit bancaire avec une lecture des taux de marché. La production de crédit, comment évolue le moteur du crédit bancaire au sein des banques, l'impact sur le marché immobilier. Alors comment évolue-t-il? On sait que ce marché est en souffrance, que ce soit dans l'ancien, dans l'immobilier, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Mais l'idée c'est de percevoir peut-être un retournement et s'assurer qu'il se renforce et qu'il soit pérenne. Et à la fin, nous verrons certaines solutions de financement qui pourraient répondre à vos clients, étant donné que ce sont les premiers concernés, ce sont les acheteurs. Donc voilà, ce sera les différents thèmes que nous aborderons durant ces 15 minutes. J'espère que le son est bon, l'image, oui, on me confirme que c'est bon. Je vous propose de commencer avec une petite question chauffe-esprit, à savoir si vous deviez résumer l'état actuel du marché immobilier en un chiffre, plus 1 pour positif, 0 pour neutre, moins 1 pour négatif, quel serait-il? Petit sondage qui permet d'avoir une forme d'indicateur avancé. Bon, c'est plutôt positif. Donc c'est l'image de, je dirais, de l'actualité récente, à la fois sur les taux, sur l'immobilier, confiance des acheteurs et marché immobilier, les taux de crédit. Donc les taux sont en baisse, ça, il n'y a pas de surprise. Depuis octobre 2023, on est passé de 4,52 l'année dernière, avec le plus haut pour l'année dernière, surtout sur de bons dossiers. Et après une pause cet été, les taux sont repartis à la baisse en septembre. On atteint les 3,57 en moyenne et on obtient 2,95 en octobre pour des très bons dossiers sur une durée de 20 ans. Concernant l'immobilier, les prix de l'immobilier, surtout dans l'ancien, se renforcent à la hausse en glissement trimestriel. On a 1,5% de hausse pour les appartements et 2,6% pour les maisons. Donc c'est voilà, un indicateur quand même assez positif. Les acheteurs reviennent sur le marché malgré le peu de visibilité en matière économique et politique. Les plus présents sont les seconds accédants. On verra l'impact. En second temps, une analyse un peu plus fine. Concernant la production de crédit, elle confirme sa reprise depuis avril. J'en parlais dans les précédentes matinales, donc avec le report de la Banque de France. Nous sommes loin des chiffres de 2021, mais la tendance positive est là et elle se confirme, donc c'est plutôt positif. Le secteur a enfin un ministre de plein exercice avec Valérie Létard. On peut imaginer quand même quelque chose de positif dans cette nomination, parce que c'est quelqu'un d'expérimenté qui était déjà en tant que signatrice pour le Pinel et pour un élargissement du PTZ, ce qui est plutôt positif pour le marché. Et elle était très, très critique vis-à-vis de la politique de plafonnement des loyers, parce qu'il considérait que, notamment pour les bailleurs sociaux, c'était une politique qui dégradait leur budget, donc leur capacité d'achat. Alors, une fois qu'on a adressé ce tableau rapidement sur l'actualité récente et un petit peu l'actualité mainstream, que nous racontent les marchés? Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'OAT 10 ans, donc c'est l'emprunt d'État français sur une maturité 10 ans. Pourquoi je le prends en référence? Tout simplement parce que c'est la référence pour les taux à long terme, et notamment pour le crédit immobilier bancaire. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une phase de hausse depuis 2024. Contrairement au taux bancaire. Et puis bizarrement, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, on est parti dans une phase de baisse, donc on a cassé le canal haussier à partir de fin juillet, fin juin, début juillet. Et à chaque matinale, donc on était dans des phases de baisse. Alors ce qu'on constate, c'est un rebond du taux de l'OAT, qu'on peut mettre en parallèle avec la dégradation du déficit français, donc de l'endettement français. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce rebond est amené
à se renforcer, donc on repartirait sur une phase de hausse, ou est-ce que c'est un rebond purement conjoncturel lié donc à l'actualité du moment, qui est l'endettement français, et on repartirait à la baisse, notamment les investisseurs rassurés par la capacité de la France à, à collecter l'impôt. Ça, l'avenir nous le dira. Alors, l'Euribor 12 mois, c'est le taux qui va plutôt orienter les taux bancaires, sur le long terme, tout simplement parce que les banques font de la transformation et quand elles vous prêtent de l'argent, elles l'achètent sur le marché à Euribor 12 mois. Donc elles achètent à court terme pour le vendre à long terme, donc le prêter à long terme. Et ce qu'on constate, c'est que l'Euribor 12 mois, lui, depuis fin octobre, il est en baisse, ce qui correspond à la phase de baisse des taux de crédit immobilier, avec un rebond, toujours on le voit, à partir de juin jusqu'à septembre. Ce rebond qui est lié pareil, donc à la dégradation de la note par Standard Poor's fin juin, la note de la France, et qui devrait être confirmée par Fitch donc aujourd'hui, dans l'après-midi. Donc ça, on verra l'information, je pense, dans la soirée. Donc ce que je propose à l'écran, c'est les taux corporels, donc liés au marché d'entreprise. Donc on a quand même en bleu le taux de trésorerie américain sur 10 ans, qui est un peu l'indice de référence, parce que quand les taux montent, ça devient un concurrent à l'OAT, donc à tous les papiers gouvernementaux. Et ensuite vous avez l'investment grade qui correspond au taux moyen lorsque le marché prête à de grandes entreprises. Et le high yield, c'est donc ce qu'on appelait junk bonds, c'est les obligations pourries émises par les entreprises très risquées. Donc c'est ces deux investment grade, ces deux taux, investment grade et high yield, que je regarde notamment pour le marché des entreprises, donc du crédit, crédit pro. Et donc là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, c'est un rebond de ce taux. Enfin, on voit une inflexion. Alors, elle est minime, très honnêtement, si on regarde sur la tendance de long terme. On y courbe depuis 2011. Euh, mais le rebond est quand même plus important que la dernière phase de baisse. Donc, on peut imaginer que le dernier plus haut soit plus haut que le plus haut précédent. Et donc, ce serait un premier signe de cassure de la phase baissière. Comment ça se traduit sur les taux de crédit bancaire? Donc en octobre, les grilles de taux bancaires confirment leur baisse, et ça, c'est pas une surprise. Et sur de très bons dossiers, nous passons même sous la barre des 3% sur 20 ans, donc c'est qui est quand même psychologiquement rassurant et pousse probablement les acheteurs à revenir sur le marché. Le consensus voit toujours le taux de crédit à 3% pour la fin de l'année, mais très honnêtement, il faudrait que pour cela l'OAT, donc le taux de référence, l'obligation d'État français, se situe autour de 2,50, et pour l'instant on n'y est vraiment pas. Ça semble pas la tendance prise ces derniers jours. Euh, donc je ne suis pas encore optimiste pour un taux à 3% en fin d'année, mais ça sera certainement le cas pour le très bon dossier, mais pas de façon moyenne. Alors, sur le crédit, quel impact du coup cette baisse de taux? Le volume total de crédit immobilier donc accordé aux particuliers pour l'acquisition de la résidence principale, résidence secondaire, enfin pour l'habitat, continue son retournement haussier, amorcé depuis avril dernier, même s'il marque toujours un recul de 36% par rapport à l'année précédente en termes de production et en volume, et après un plus haut de 226 milliards en 2021. Là, on se situe autour de 210 milliards, donc on est très loin de cette phase. Donc là, on le voit très bien sur la courbe en verte, donc la production mensuelle. Depuis avril, on retourne à la baisse. Là, on retrouve le plus haut de novembre-décembre 2023. Donc, si on casse ce plus haut, on devrait donc partir un peu plus haut et repartir à la hausse. Donc là, ce que je vous propose, c'est une vue éclatée de cette production. Ce qu'on constate, c'est que l'origine de ce rebond, on le doit surtout au secondo accédant. Vous le voyez donc sur le premier graphique à gauche, ventilation par objet.
Donc résidence principale hors primo-accédant, donc c'est la courbe orange-jaune. Donc on voit clairement ce rebond depuis janvier, alors que les primo-accédants purs, eux, sont plutôt flats. Les autres compartiments du crédit, que ce soit la Renégo, on n'y est vraiment pas, hein. Malgré la grosse baisse de taux, il y a très peu de dossiers de renégociation, encore moins de rachats. On est vraiment très très proche de zéro. Euh, ce qui entraîne donc une hausse des prêts relais. Et donc c'est le lien entre les secondos accédants. Ils vendent leur résidence principale actuelle et ils en achètent une nouvelle. Et donc on le voit dans le graphique à gauche en bas, ventilation par type de prêt. Et donc on voit bien cette augmentation des prêts relais. Donc ils sont un vrai sujet. J'en parlerai plus en détail plus tard, qui est un vrai sujet pour les banques en ce moment. Donc il y a une forte corrélation entre l'augmentation des prêts relais et le regain d'activité sur les transactions immobilières. Pourquoi? Parce que quand on est emprunt relais, on doit vendre sa résidence principale pour finaliser, du moins être vraiment concentré et pleinement dans son nouveau projet d'acquisition de nouvelles résidences principales. Le but c'est de vendre, donc on va dans le marché et quitte à baisser le prix, on baisse le prix. Et donc je le mets en lien avec le rebond des ventes et des transactions actées dans l'ancien, que l'on verra ensuite. Donc le second focus, je vais le faire sur les investisseurs. Ça fait depuis 2 ans sont en baisse. On est passé sous la barre des 10 milliards de prêts, hein, ces derniers mois. Et donc l'incertitude politique et les annonces en matière de fiscalité ne soutiennent clairement pas ce compartiment du marché. Le premier rendez-vous sera particulièrement observé le 1er janvier 2025. Pourquoi? Parce que c'est le calendrier du DPE et l'interdiction à l'allocation des biens classés G. Le risque, c'est qu'on voit un certain nombre de biens venir sur le marché à la vente et probablement dégrader la tendance actuelle. Les acteurs du secteur attendent des propositions quand même de la nouvelle ministre du logement et notamment un réaménagement de ce calendrier. Alors, plus du marché immobilier. Hop. Donc, ce qu'on constate, hein, c'est, je dirais, depuis début juillet, c'est un sursaut de l'ancien. Les taux baissent, les acheteurs reviennent et les vendeurs sont au rendez-vous. Notamment, je pense, fortement grâce au secondo accédant, poussés par le prêt relais qu'ils ont en plus de leur financement sur la nouvelle résidence principale. Par exemple, sur les 330 agences du réseau L'Adresse, 70% voient un marché de reprise, hein, pour plusieurs raisons. Donc, le premier déclencheur, c'est la baisse des taux et un pouvoir d'achat des ménages qui augmente. Par rapport à 2023, on est à plus 15 000 euros de pouvoir d'achat. Euh, et par contre, on reste à moins 50 000 euros de pouvoir d'achat depuis 2021 sur un foyer gagnant 2 000 euros par mois. En 2024, on a un fort retour des secondos, donc ça je l'ai déjà dit, qui n'ont plus peur des prêts relais et qui sont à l'écoute du marché, donc ils achètent et donc par conséquent n'ont pas le choix que de vendre. Après 6 mois de progression, les prix affichent encore une augmentation de 2,3% en août et même 4,2% sur les maisons. Donc il y a un regain sur les maisons individuelles, donc c'est qui est plutôt positif. Donc on est sur des familles de plus d'un enfant qui reviennent sur le marché. Et une autre information qui justifie cette analyse, c'est le baromètre LPI-IAD. Dans plusieurs régions, un tiers du marché métropolitain. Le volume des ventes fait plus 20%, donc ce qui est énorme comme chiffre, hein. Et cet été, le nombre de ventes est en augmentation de 7%. Par contre, dans le neuf, l'inquiétude demeure, hein. Donc, le scénario est toujours le même. La tendance de fond reste plutôt en berne. Un nouvel indicateur, c'est celui le taux d'annulation. 20% des programmes commercialisés ne vont pas au bout. Entre les banques qui augmentent leurs exigences pour l'obtention de la GFA, notamment le nombre de lots commercialisés, on passe de 50 à 60 voire 70% pour certaines banques, ce qui pénalise énormément les promoteurs. Les acheteurs qui n'obtiennent pas leur financement, parce que soyons clairs, hein, il y a une augmentation du volume de crédit, mais c'est clairement pas ce que nous avions les années précédentes. Même la tendance de long terme, on est bien en deçà. Les faillites dans le monde du bâtiment qui entraînent une pénurie de main-d'œuvre expérimentée. Et là, pour le coup, il y a un effet de décalage qui est énorme en cas de reprise du marché.
Le président de la FFB, donc la Fédération française de banque, qui parle de 10 000 à 15 000 emplois perdus par mois. Euh, non, je ne reviens pas sur les chiffres que j'ai abordés déjà sur les deux dernières matinales, mais bon, on est toujours dans une phase baissière et le marché n'en voit pas le fond. Par contre, concernant la construction de maisons individuelles, c'est vrai qu'elle a été très impactée par la disparition du PTZ, mais elle montre des signes d'amélioration, hein. En moyenne, sur 20 ans, on est à 110 000 maisons individuelles vendues. Aujourd'hui, on est à 50 000, mais on note quand même, on note des retours de contact, selon certains constructeurs, certainement portés par les PTZ bancaires. Donc, les banques prennent le relais de l'État sur cette typologie de financement. Donc, ce qu'on peut dire concernant les acteurs des marchés immobiliers, il y a de fortes attentes. Fortes attentes notamment sur la clarification de la politique fiscale à venir. On le voit sur le LMNP, un loueur meublé non professionnel. Il n'y a pas de stabilité fiscale pour l'investisseur locatif. On a de grosses attentes sur le calendrier du DPE, et notamment sur les biens classés G. Les acteurs ont besoin d'être rassurés pour 2025, hein, sur le budget de MaPrimeRénov', et souhaitent plus de clarification et de simplification sur la partie administrative de MaPrimeRénov'. Et il y a une attente, on parle en ce moment en coulisses d'un élargissement du PTZ, abordé notamment par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. On espère que ce soit suivi d'actes. Donc voilà pour les attentes du marché. Alors, le dernier trimestre pourrait être une fenêtre pour faire du business. Pourquoi? Donc là, c'est une analyse personnelle. L'opportunité se limitera peut-être à un ou deux trimestres. Il y a plusieurs facteurs qui, pour moi, pourraient entraîner un retournement des taux à la hausse. D'une part, les élections américaines. Alors, on a eu une belle surprise de la Fed avec une baisse de 50 points de base du taux Fed Fund de la Banque centrale américaine. Mais pour moi, c'est clairement un acte politique pré-élection, donc qui sont prévus aux États-Unis au mois de novembre. Les électeurs, enfin les Américains, sont coincés entre un taux d'inflation important et des taux d'emprunt qui sont tout aussi importants. Et l'idée, c'est de décloisonner un petit peu ce double ciseau et permettre aux ménages américains de pouvoir à nouveau consommer et donc libérer un certain pouvoir d'achat pré-élection. Je ne doute pas qu'après les élections, la Fed reprenne la main sur le taux et qu'on revoie les taux monter, tout simplement parce que la- il y a aussi une problématique d'endettement aux États-Unis. Il y a une problématique d'inflation qui, pour l'instant, est en reflux, mais on sait que c'est lié uniquement au coût de l'énergie, donc au reflux des coûts de l'énergie, mais on n'est pas à l'abri cet hiver que ce prix énergétique reparte à la hausse. Alors, s'il y a une hausse des taux américains, qu'est-ce qui va se passer là? Pour attirer les capitaux internationaux, l'OA l'OAT n'aura d'autre choix que de suivre cette tendance, parce que les investisseurs internationaux recherchent à la fois un placement sans risque, mais surtout une rémunération. Et donc, si les États-Unis payent mieux que l'Europe, clairement, les capitaux s'orienteront vers le taux le plus intéressant. Donc, par un phénomène d'équilibrage, l'OAT remontera ses taux. Et qui dit augmentation des taux, ça alimentera la dégradation de la note de la France. Donc, on a Fitch qui parle aujourd'hui, mais il y a encore Moody's qui doit parler, je pense, le 25, je dis pas de bêtises, le 25 novembre ou le 25, non, 25 octobre. Et une hausse du taux de l'OAT avec une dégradation du marché immobilier, sans compter la dégradation du marché professionnel avec le nombre de défaillances, c'est autant d'éléments à risque qui entraîneront les banques à resserrer les vannes du crédit, mais surtout d'augmenter les taux de crédit. Pour les solutions de financement, je pense à vos clients, donc ceux agents immobiliers, hein, gestionnaires de patrimoine leurs clients partagent leur détresse vis-à-vis d'un prêt relié qui arrive au terme, ils savent pas- et que, alors que leur bien n'est toujours pas vendu.
il y a des solutions qui permettent de racheter ces pré-relais et de rallonger la durée de 3 à 4 ans. Donc ça peut être des solutions super intéressantes pour déstresser et leur permettre des délais supplémentaires pour vendre leurs biens et surtout le vendre mieux. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine matinale, donc dans 15 jours, et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Au revoir.